Vous êtes dans le rendez-vous de votre émission New World Soir. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Et ce jour, on va s'intéresser au Soudan du Sud où les belligérants ont signé un accord de partage du pouvoir. Nous allons évoquer le sujet avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé à Khartoum un accord final sur le partage du pouvoir. Le président Salva Kiir appelant à l'unité dans un pays ravagé par une guerre civile meurtrière. Les deux hommes, c'est-à-dire Salva Kiir et Riek Machar, étaient dimanche à Khartoum, la capitale soudanaise, où ils ont signé finalement cet accord de partage du pouvoir qui prévoit un retour de M. Machar pour occuper le poste de vice-président dans un gouvernement d'unité nationale. Didier Assoba d'abord, est-ce que ça résout le problème en profondeur? Non, véritablement non. On ne peut pas forcer des gens à travailler ensemble quand il y a une sérieuse crise de confiance entre deux ex-partenaires qui s'accusent mutuellement de tentatives de coup d'État, de poursuites illégales et de beaucoup d'autres choses qui ont été à l'origine donc de cette crise déclenchée depuis 2013. Il sera véritablement difficile de voir ces deux personnalités-là, Riek Machar, travailler véritablement sous l'ombre de Salva Kiir, même si les deux avaient été les meneurs de l'indépendance du Sud-Soudan. Je pense qu'à ce stade-là, cet accord n'est pas encore suffisant pour régler, au fond, cette crise-là qui n'a que trop duré. Il va falloir un peu plus et un peu de garde-fou, un peu comme un gendarme derrière les deux, pour les forcer véritablement à mettre en œuvre les différents points de cet accord. Mais quand on regarde quand même ces deux hommes, on a l'impression comme s'ils s'accommodaient de cet accord. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Après 5 ans de guerre et de déchirement qui ont vu des milliers de Sud-Soudanais perdre leur vie et plus de 4 millions de leurs concitoyens s'exiler, on va dire, de façon forcée, qui coupissent aujourd'hui dans la misère, dans les camps de fortune, dans les pays voisins. Ils n'ont pas le choix. Le pétrole, qui est la première richesse du pays, est laissé à l'abandon depuis. Il fallait l'exploiter. Et donc, si le pétrole sud-soudanais n'est pas exploité, des partenaires ne sont pas contents parce que des pays qui sont friands en matière de pétrole en veulent beaucoup plus. Et donc, il faut forcer les deux belligérants, les deux personnalités des deux camps en conflit, à se mettre ensemble véritablement pour que le pays redécolle, pour que l'économie du pays reprenne et surtout pour que l'exploitation pétrolière reprenne. Cela pourra permettre à ces partenaires-là de se sucrer et également d'assouvir à leur soin. C'était les mêmes, on va dire, presque qui avaient été à l'origine de la crise, mais ça n'a servi presque à personne. Aujourd'hui, ils sont obligés de travailler ensemble, de se mettre ensemble, et il faut véritablement des gendarmes, sinon un gendarme derrière les deux personnes pour pouvoir travailler ensemble. Alors, quand on sait qu'un simple partage du pouvoir ne suffit pas à régler durablement la crise, pourquoi commencer par là? Ça vaut mieux que rien en fait. Un partage de pouvoir vaut mieux que rien du tout parce qu'en réalité, au fond, Riek Machar, ce qu'il peut se reprocher ou ce qu'il peut reprocher à Salva Kiir, c'est le fait que les deux ont eu à lutter ensemble pour accorder, pour arriver à arracher l'indépendance du Sud-Soudan. Donc vis-à-vis du Soudan. Et aujourd'hui, il n'a pas les moyens, il n'a pas la possibilité, lui, de jouir des fruits ou des délices de cette indépendance-là. Il n'a fait que 2 ans de vice-présidence sous l'ombre de Salva Kiir avant que cette accusation de tentative de coup d'État ne soit portée contre lui. Et donc, c'est lui et tous ceux qui sont de son camp, ses proches collaborateurs avaient été virés. Et donc, il est parti, il a créé donc son groupe, la rébellion, donc ça a été monté de toutes pièces pour combattre le pouvoir central. En réalité, son objectif principal, c'était de renverser son allié d'avant et de prendre le contrôle du Sud-Soudan. Après 5 ans, il se rend compte qu'il n'a pas les moyens parce que la guerre coûte trop cher. Il n'a pas les moyens d'entretenir aussi les troupes et de continuer véritablement à lutter contre le pouvoir central. Donc,
à la suite des discussions, de multiples discussions, il y a eu des accords par le passé qui n'ont pas prospéré, mais cette fois-ci, il y a eu plusieurs entités qui se sont impliquées. Il y a l'IGAD, il y a les pays limitrophes, y compris le Soudan lui-même, il y a l'Ouganda et d'autres pays encore, les États-Unis qui ont joué un grand rôle dans l'ombre pour que cet accord-là soit une réalité véritablement. Donc, Riek Machar a aujourd'hui tout intérêt à accepter un partage de pouvoir, prendre donc être le premier vice-président. On lui propose 9 fauteuils ministériels, un bon nombre, une centaine ou sinon, voilà, une centaine. 128 députés. Voilà, une centaine, 128 députés à l'Assemblée nationale et également des nominations à divers endroits. Même si ça devient un peu pléthorique, c'est quand même mieux que rien. Et aujourd'hui, il serait possible pour lui de résider sur le territoire sud-soudanais, d'être à Dubaï, de contrôler tout ce qui se passe, d'être donc un vice-président et de jouir des délices du pouvoir. Ça lui permettrait peut-être de mieux se préparer et pour se lancer dans les prochaines échéances électorales qui arriveraient, donc qui verraient entre les deux qui va prendre le contrôle définitif du pouvoir. Mais il ne faut pas se leurrer, cet accord de paix ne réconcilie pas Riek Machar et Salva Kiir. Non, évidemment, non. C'est un accord de paix des braves, presque on va dire, parce qu'en réalité, personne d'entre les deux n'en voulait. Mais bon, comme on les oblige à y aller, ils ont signé cet accord juste pour travailler ensemble pour un temps. On parle de 36 mois, donc sur une période de 3 ans, pour travailler ensemble et pacifier le pays, remettre l'économie du pays en branle et donc organiser des élections. Et donc, lors des élections, chacun aura ses arguments à faire valoir aux yeux des électeurs. Au finish, celui qui sera voté majoritaire prendra le contrôle du pouvoir. Et donc, si entre-temps les deux anciens amis veulent se mettre ensemble, veulent se réconcilier, ce sera le cas. Mais cet accord, à l'instant T, ne les réconcilie pas. C'est juste une façon de les mettre ensemble et de travailler. Est-ce que le plus difficile, ce ne sera pas aussi pour Riek Machar de venir résider au Soudan du Sud quand il sait qu'à tout moment, on peut encore préparer un coup contre lui, comme ça a été le cas en 2013? Je pense que tous les garde-fous donc ont été mis en place dans ce cas d'espèce. C'est pour ça que la durée donc de la transition ou le gouvernement d'union nationale, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est pour ça que la durée a été bien définie dans le temps et donc permettre à Riek Machar de devenir le premier vice-président. Cette fois-ci, il ne sera pas le seul vice-président. Il y aura 4 autres derrière lui. Donc, ça fait Riek Machar vice-président plus d'autres vice-présidents donc issus d'autres groupes rebelles, d'autres groupes de défense de Salva Kiir également. Et donc, à mon sens, il n'a rien à craindre puisque c'est un accord qui lui permet aujourd'hui de venir travailler dans le cadre du gouvernement. Donc, je pense que dans ce laps de temps-là, pendant la durée de la transition, il n'y a pas à accuser qui que ce soit. Donc, ce sera après. Et que si après il y a des élections et qu'il est battu et qu'il reprend les mêmes ambitions, les mêmes tentatives que de par le passé, on pourrait lui coller un procès par la suite. Mais dans le cadre d'un accord, c'est un accord qui fait table rase du passé, qui essaie de mettre tout le monde ensemble pour le bien des Sud-Soudanais et du Soudan du Sud lui-même. Alors, il y a quand même, lors de la signature de l'accord, M. Salva Kiir, le président, qui a dit « Regardez la taille du gouvernement, regardez la taille du Parlement. Comment pouvez-vous les payer ou les installer ?» C'est une question, parce qu'on aura un Parlement de 550 députés pour un tout jeune pays. Il y aura 35 portefeuilles ministériels. Où trouver l'argent pour les payer? Oui, c'est la grande question. Quand j'ai eu à écouter le président Salva Kiir, j'ai souri un peu. En même temps, quand on a la volonté, on peut toujours y aller. Toujours est-il que l'accord n'est pas définitif. On dit qu'il reste encore une dernière étape pour que l'accord de paix soit définitif. Donc, c'est des aspects qui peuvent toujours être négociés entre les partis. S'il faut diminuer le nombre de ministres, diminuer le nombre de députés, les deux partis n'ont qu'à continuer les discussions dans ce sens. Il faut diminuer les ministres. Déjà que Salva Kiir lui-même se tait la part de Lyon avec 20 ministres. S'il faut diminuer le nombre de ministres, il n'a qu'à penser à diminuer déjà à son niveau
une demi-dizaine de ministres à enlever sur son quota. Et également, une centaine de députés à enlever sur ces 300 et quelques qu'il devrait avoir donc au Parlement. Mais qu'à cela ne tienne, le Soudan du Sud a des partenaires, le Soudan du Sud a des moyens, pas moyens en termes d'argent ici et maintenant liquide dans les caisses de l'État, mais le Soudan du Sud peut aller sur le marché financier pour le moment pour régler ses problèmes en interne parce qu'il y a du pétrole en réserve qu'on peut exploiter et donc payer la dette. Un pays peut se contracter la dette et le payer sur plusieurs années. Si Salva Kiir qui veut évoquer les raisons financières pour ne pas mettre en œuvre cet accord-là, ce sera criminel de sa part de voir son pays être en guerre depuis plus de 5 ans et de ne pouvoir rien faire pour sortir cette crise-là qui n'a que trop duré, qui fait trop de tort au Soudan du Sud. Alors, on sait que la crise politique est devenue aussi une crise ethnique. Est-ce qu'il suffit de réconcilier Kiir et Machar pour que le Soudan du Sud soit un pays unifié? Là, c'est véritablement un grand problème qui est créé pour voir le Soudan du Sud. Et souvenez-vous, quand un pays est divisé, ce n'est pas une question de réconciliation sur un mois ou même 5 ans. Ça prend des décennies pour véritablement recoller les morceaux entre les générations, parce que les parents qui ont vécu cette division, Riek Machar, donc Salva Kiir, vont le dire à leurs enfants, les enfants le diront à leurs petits-enfants, et donc ça va prendre du temps pour finir. Mais si on prend la peine sur soi de commencer ici et maintenant un véritable travail de réconciliation, le Soudan du Sud peut rêver dans une vingtaine d'années, dans une cinquantaine d'années, retrouver son unité qui lui a permis de lutter vis-à-vis du Soudan et d'arracher l'indépendance. Mais ce ne sera pas quelque chose, la réconciliation ne viendra pas de façon automatique. Mais ce sera un bon début de voir Riek Machar et Salva Kiir travailler ensemble et être côte à côte lors des cérémonies officielles. Ça pourrait peut-être renvoyer une image aux populations à la base et qui sauront que quand même après la guerre, il faut se donner la main, il faut se mettre ensemble en tant que fils d'un même pays et de travailler ensemble. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On marque maintenant la pause et on va retrouver l'invité de ce jour.